Nations Unies, au niveau de l'incapacité de certains mécanismes traditionnels à résoudre les problèmes d'aujourd'hui est très vrai. Nous, le Canada, on a toujours cru au multilatéralisme. On a été membre fondateur des Nations Unies. On a même la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. On disait encore les droits de l'homme à l'époque avant de dire les droits humains ou les droits de la personne. En fait, nous, on préfère les droits de la personne. Mais cette Déclaration des droits de l'homme a été largement rédigée par un Canadien. C'est Eleanor Roosevelt qui a pris tout le crédit, mais en fait, la première ébauche, c'était un Canadien qui l'avait préparé. Donc les Nations Unies, on y a toujours cru, on y croit toujours aujourd'hui, mais on réalise que c'est une institution qui fait face à des défis énormes. On essaie de travailler de l'intérieur pour la moderniser, pour la rendre plus efficace, mais dans un contexte multipolaire où il y a et même dans un contexte où les acteurs ne sont plus tous étatiques. Et en anglais, il y a une belle expression qui s'appelle multi-stakeholder model. Je ne sais pas comment on dit ça en français, multi-stakeholder. Mais il y a vraiment, il faut trouver une façon d'incorporer tous ces nouveaux acteurs dans les décisions qu'on prend. Et je crois que le modèle, par exemple, de gestion de l'Internet aujourd'hui est un bel exemple de modèle où des acteurs étatiques et non étatiques participent. On essaie de créer ce genre de partenariat, nous, dans notre aide au développement. Je vous parlais de Bill Gates, mais il y a toutes sortes d'autres façons d'appliquer ce modèle. Et je crois que la conférence de cet automne à Paris sur les changements climatiques va être un test très important de la capacité du système actuel de se réformer et d'être capable de gérer un défi très pressant pour l'avenir de l'humanité. Et là, nous appuyons beaucoup tous les efforts de la France pour faire de cette conférence, et du Pérou aussi, parce qu'en fait, la présidence ne passera du Pérou à la France qu'à Paris. Alors maintenant, les Péruviens sont très, très impliqués, restent très impliqués dans le processus, mais ça va être... donc, cette conférence va être un gros test de la capacité à incorporer les acteurs émergents sans qui on ne peut rien faire. Avec des pays comme le Canada ou des continents comme l'Europe qui décroissent en termes d'importance économique relative, pas absolue, mais relative. Il faut que des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme le Brésil participent aux efforts de contrôler les émissions de gaz à effet de serre, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc cette conférence à Paris va être un test très important dans ce contexte. Il y a aussi, j'ai parlé un peu des ressources naturelles et de l'environnement. Je pourrais en parler plus en détail si vous avez des questions, mais l'importance fondamentale ou croissante que jouent les ressources naturelles, l'énergie, dans les relations internationales est fondamentale. L'importance fondamentale est fondamentale. Mais en fait, je crois que maintenant, on fait face à une pause dans la hausse du prix du pétrole. En fait, c'est plus ou moins effondré, mais à notre avis, c'est une hausse temporaire. Et le prix des matières premières, le prix du pétrole et l'avenir d'une économie qui est fondée sur les matières fossiles est une tendance fondamentale qu'il faut comprendre et incorporer à la planification de notre politique étrangère. La révolution technologique, c'était la cinquième grande tendance que j'avais énumérée. Ici, on parle évidemment de grandes transformations, comme je disais tout à l'heure, dans la façon dont on fait les choses. L'impression en 3 dimensions, par exemple, a le potentiel de transformer complètement le secteur manufacturier. Ça va moins vite qu'on pensait. Il y a 3 ans, quand on commençait à faire ce travail-là, on avait des modèles qui prédisaient des transformations beaucoup plus rapides. Et ce n'est pas parce que ce ne sera pas aussi rapide qu'on pensait que ça n'arrivera pas. Et ça pourrait être une planche de salut pour des continents comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, où ces technologies pourraient permettre une certaine renaissance du secteur manufacturier. Mais il y a aussi ce potentiel de transformation du marché du travail ce potentiel d'inégalité croissante entre les gens qui sauront
font partie de l'économie du savoir et ceux qui n'en font pas partie. Ça présente des défis politiques étrangères, mais aussi des défis de politique d'éducation, d'intégration sociale énormes pour l'Europe, pour le Canada, pour la planète en entier. Mais cette révolution technologique, comme je l'expliquais tout à l'heure aussi, a permis une transformation de la façon dont les gens interagissent avec le pouvoir. Dans certains cas, ça a accéléré le changement social. On pense au printemps arabe, où les nouvelles technologies ont permis une accélération d'un processus de transformation politique. Mais on pense aussi à la façon dont certains pays maintenant ont pris de l'avance sur les militants et maintenant réussissent à contrôler l'Internet d'une façon qu'on ne croyait pas possible il y a même 2 ou 3 ans. Et autant l'Internet et le développement des nouveaux réseaux était un facteur qui permettait un développement de la liberté d'expression, maintenant, nous, on a très peur de voir qu'ils deviennent un outil de répression encore plus efficace que certains autres l'ont été auparavant. Et c'est pour ça que le Canada, une de nos priorités de politique étrangère importantes, c'est la préservation d'un Internet libre et ouvert. On pourra en parler plus si vous avez des questions sur ce sujet. Et finalement, donc, la 6e question, c'est la hausse des inégalités dans les pays occidentaux, mais aussi entre l'Occident et le reste du monde. Il n'y a pas longtemps, il y a environ 2 ans maintenant, presque 2 ans, le ministère des Affaires étrangères au Canada a été fusionné avec notre agence de développement international pour justement, parce que pour mieux nous permettre d'intervenir dans un contexte où le développement international n'est plus distinct des autres priorités du Canada. Tout est tellement imbriqué que de nous donner un outil bureaucratique au Canada ou institutionnel pour pouvoir voir la façon dont les 5 autres tendances que j'ai décrites tout à l'heure ont un impact sur justement les inégalités et puis peuvent conditionner la façon dont le Canada y répond, parce qu'on reste quand même un acteur très important de développement international. Le Canada, on a un budget d'aide au développement de plus de 5 milliards de dollars par année, mais c'est une goutte dans l'eau si on compare à ce que au flux d'investissement privé maintenant entre les pays émergents, les pays en voie de développement. Donc, de travailler avec des secteurs privés, de travailler avec des acteurs non étatiques devient de plus en plus pertinent et de prendre en compte toutes ces autres grandes tendances dans l'élaboration de nos programmes d'aide au développement devient fondamental. Donc c'est la 6e grande tendance qui nous préoccupe. Alors, je crois que j'ai peut-être épuisé mon temps, mais comment est-ce que le Canada s'adapte à tout cela? Ce qu'on essaie de faire dans un contexte au Canada de gestion prudente des ressources fiscales, le Canada n'a pas échappé à la crise, il n'échappe pas aux pressions que tous les pays connaissent sur la gestion prudente des revenus de l'État. Le Canada, d'ailleurs, pour cette année, a présenté un budget équilibré, ce qui était la première fois depuis la crise. Il y a plusieurs pays européens qui ne sont pas encore tout à fait rendus, qui ne sont pas encore tout à fait récupérés. Donc, pour nous, la discipline fiscale est très importante au Canada, donc ça conditionne aussi notre capacité d'agir. Mais n'empêche que le ministère des Affaires étrangères reste un acteur important, surtout avec l'intégration, comme je disais tout à l'heure, de l'aide au développement. Donc, on a identifié 5 grandes priorités. La première, c'est la prospérité économique. Pour nous, la prospérité des Canadiens et du reste du monde est interdépendante et doit rester une des priorités les plus importantes du gouvernement. On reste quand même un gouvernement d'intervention dont la préoccupation principale est le bien-être et la prospérité de ses citoyens. Les Amériques et les États-Unis vont toujours rester une priorité très importante du Canada, dans la politique étrangère du Canada, parce qu'on est voisins. Comme disait l'ambassadeur mexicain, il disait que le Mexique a toujours été un partisan de la première heure du multilatéralisme et d'un ordre international basé sur la règle de droit. Le Canada, on partage complètement cette perspective. Et en général, les petits pays, c'est drôle de parler du Canada comme un petit pays parce que sur la carte, on est le 2e plus grand, mais on est petit en termes de puissance comparé aux États-Unis. Donc, les petits pays à côté des gros pays ont tendance à croire au multilatéralisme et au
d'ordre basé sur la règle de droit, parce que ça nous donne un recours, évidemment, contre les plus gros. Mais ce n'est pas qu'à cause de notre relative de notre poids moins important que les États-Unis, c'est parce que je trouve que les Canadiens ont un esprit international très, très développé, des valeurs fondamentales assez progressistes, ou très progressistes, et font la projection de ces valeurs dans ce qu'ils attendent de leur représentation et de leurs objectifs à l'international. Mais donc, les États-Unis vont rester une priorité importante de la politique étrangère du Canada. L'Asie est la troisième priorité du Canada, parce que c'est là où sont l'Asie, c'est là où sont les pays émergents les plus dynamiques. Le Canada, on pense souvent au Canada comme étant un pays où la majorité de la population sont de souche ou anglaise, britannique ou française. Ce qui est encore le cas, mais peut-être plus pour très longtemps. Maintenant, les sources d'immigration principales au Canada sont asiatiques, et le visage de la société canadienne change. Ça nous rend aussi énormément compétitifs, et c'est un apport économique très important. Une gestion de l'immigration, une ouverture à l'immigration est fondamentale pour la prospérité économique de pays à l'heure actuelle, et nous sommes fiers du modèle canadien. La quatrième priorité du Canada en termes de politique étrangère, donc, c'est la promotion de la démocratie, des droits de la personne, la sécurité internationale et la gouvernance mondiale. On met tout ça ensemble, mais c'est bien sûr de s'assurer que la participation du Canada dans les instances de gouvernance internationale actuelles sert aux intérêts, mais aussi qu'au sein de ces instances, les valeurs canadiennes ressortent. Et puis, si vous demandez quelles sont les priorités du Canada à l'ONU, par exemple, ce sont les droits de la personne, ce sont la promotion de la démocratie, ce sont l'adoption on a une posture qui est très méfiante par rapport aux actions de pays comme l'Iran ou la Russie à l'heure actuelle. Donc et puis ça représente les valeurs de la société canadienne. Et finalement, notre dernière grande priorité internationale, c'est de réduire la pauvreté dans le monde et fournir de l'aide humanitaire. Donc, on a été un des premiers grands acteurs à répondre à la crise que vit actuellement le Népal, et on s'est doté d'outils et d'institutions qui nous permettent encore de jouer le rôle que les Canadiens attendent de leur gouvernement dans le contexte de grande crise humanitaire mondiale, mais c'est aussi la contribution aux grands objectifs du millénaire des Nations Unies sur le développement à l'international. Le Canada s'est fixé un objectif particulier. Il y a 6 ou 8 grands objectifs du millénaire au niveau du développement international. Et le Canada a choisi, je crois que c'est le 4e ou 5e, sur la santé des enfants et des mères. Donc le Canada, au sein du G7, du G8 comme ça s'appelait à l'époque, et du G7 et maintenant au sein des Nations Unies, on met une emphase particulière sur la question de la santé maternelle. Il y a un nombre énorme d'enfants sur la planète qui meurent avant leur premier anniversaire, ou même avant d'atteindre 1 mois. Il y a énormément de mères qui meurent en accouchant pour des raisons qui sont tellement faciles à prévenir. C'est un scandale de voir que souvent des mesures qui coûtent presque rien peuvent sauver autant de vies. Alors, le Canada s'est beaucoup investi sur cet objectif en particulier, ça a été quand même d'assez bons résultats jusqu'à maintenant, mais il reste tellement de travail à faire qu'évidemment, on va continuer à travailler avec la communauté internationale pour faire avancer ce dossier. Donc, je m'arrête.